Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, aujourd'hui, je vous parlerai un peu de mes recherches doctorales sur les métaphores dans les récits des parents endeuillés flamands qui s'encadrent dans le projet Périna, dont je vais vous raconter un peu plus en détail plus loin dans cette présentation. Tout d'abord, je vais vous parler un peu des chiffres de la perte périnatale en Flandre. Comme vous pouvez voir, il y a entre 6 et 7 grossesses qui aboutissent à un décès périnatal en Flandre, sans compter les décès néonatals tardifs qui sont inclus dans ce projet. Alors on peut déjà remarquer que notre projet n'adhère pas à la définition de la Flandre ni de la France de la perte périnatale, mais afin d'adopter une approche aussi inclusive que possible, on adhère à la définition de l'OMS qui inclut tout type de perte de 20 semaines gestation complétée jusqu'à 28 journées après la naissance. Ces statistiques révèlent des nombreux parents qui souffrent énormément l'absence de leur bébé, mais dont le droit d'exprimer leur deuil est souvent ignoré dans la société, car la société lie souvent ce droit d'exprimer le deuil à la durée de vie du bébé. À cause de cette perte, les parents endeuillés vivent un deuil à plusieurs niveaux, dans le sens où ce n'est pas seulement la perte physique du bébé qui constitue leur deuil, mais aussi la perte en futur qui aurait pu être, ainsi qu'une ambiguïté entourant leur identité parentale. Dans des cas très extrêmes et à cause d'un soutien pas très efficace, ils risquent de faire un deuil complexe. Cette problématique est encore plus exacerbée par le fait que, même pour les parents qui ont vécu ces expériences, c'est très difficile d'en communiquer, comme illustré par cette mère qui m'a dit dans un entretien « Cela m'a vraiment dérangé qu'il n'y ait pas de mots pour exprimer la douleur, il n'y en a pas ». C'est pour ça qu'un projet tel comme le nôtre, on peut le voir dans le titre « Périna, les mots me manquent, nommer l'innommable est si nécessaire et important ». Car on travaille sur les métaphores et les néologismes et comment les deux facilitent le partage sur la perte périnatale et le deuil périnatal, ainsi que facilitent la communication sur telles expériences. On a un axe interdisciplinaire entre la linguistique, la psychologie et de la statistique. Et c'est un projet d'ANR qui vient de 2020 jusqu'à 2026. Car je suppose au moins que nous sommes un public plutôt des professionnels de santé. Je vais aussi vous parler un peu de la linguistique, notamment des métaphores, qu'y a-t-il dans un nom. Et alors, les métaphores sont un outil très important pour parler des expériences qui sont fortement émotionnelles mais peu partagées, car les métaphores facilitent de nommer des expériences abstraites dans les termes qui sont plus connus, soit plus physiques ou plus concrètes. Un exemple qui est très très connu dans le monde de linguistique, c'est « Life is a journey ». Donc la vie, c'est un voyage, où la vie est l'expérience abstraite, bien évidemment, et le voyage est ce terme plus connu, plus physique ou plus concret. Et alors, dans le cadre de notre projet, nous postulons qu'une analyse métaphorique des récits des parents peuvent nous amener des aperçus encore plus profonds qu'une analyse thématique seulement, car on se demande comment les choses sont-ils conceptualisées. Alors, l'absence du bébé, la perte et le deuil, à part de se demander seulement quel sujet est traité dans les récits. Afin de contribuer à une meilleure prise de conscience et une meilleure communication plus respectueuse, plus bienveillante, nous avons formulé les 2 questions de recherche, comme vous pouvez voir, dont la première, comment les différentes étapes de la mort périnatale et du deuil sont-ils conceptualisées de manière métaphorique, et deuxièmement, que révèlent ces conceptualisations sur la manière dont les parents endeuillés vivent la mort et le deuil. Afin de mener cette analyse, nous avons à ce moment au moins analysé 39 entretiens,
Le corpus en totalité consiste de 69 entretiens, mais c'est encore en cours de codage. Des entretiens semi-structurés, ce qu'on a à faire transcrire et analyser à l'aide de logiciels in vivo, avec une combinaison du Metaphor Identification Procedure de Pragljaz 2007 au niveau de la phrase en accordance avec Cameron et ses collègues 2003 afin de décrire la scène métaphorique en totalité. Cela nous mène à la section des résultats, ce que j'ai divisé en deux. Donc, tout d'abord, on va discuter un peu la période du diagnostic et deuxièmement, je vais aussi vous parler du deuil et de la quête du sens. Alors tout d'abord, on voit que cette période de diagnostic est souvent conceptualisée comme une déviation forcée par rapport au parcours normal vers une naissance vivante, ce qui est illustré par la partie soulignée. Alors au début, j'avais perdu un peu de sang, mais finalement tout allait bien et nous avions l'impression d'être sur la bonne voie après tout. Cette phrase montre déjà la distinction conceptuelle entre les grossesses qui aboutissent à une naissance vivante versus les grossesses qui aboutissent à un décès périnatal, car on se trouve sur la bonne voie quand tout se passe bien dans la grossesse. Donc, davantage, cet exemple éclaire l'aspect normatif qui est aussi associé aux grossesses et au décès périnatal. Deuxièmement, pendant cette période de diagnostic, le bébé est conceptualisé comme traverser un parcours vers sa guérison. Les deux exemples suivants montrent qu'il y a des différents niveaux d'agentivité qui sont attribués au bébé. Dans le premier exemple, on voit que je savais tout simplement que oui, tout d'abord, elles ne s'en parviendront pas. Le bébé est l'acteur de la phrase. Elle a l'agentivité, elles ne s'en parviendront pas. Par contre, dans la deuxième phrase, où on dit « oui, il ne restait plus beaucoup d'options pour la tirer de là », le bébé, dans ce cas, est le patient de la phrase et le patient des soins médicaux. Donc, cela peut indiquer que pendant cette période, les parents endeuillés ressentent cette nécessité de trouver une balance entre leurs espoirs pour le futur, que le bébé s'en parvient, et a alors une certaine agentivité pour s'en parvenir, contre la réalité où le bébé est justement le patient nécessitant des soins médicaux. Cette période est aussi caractérisée par beaucoup de l'incertitude, qui est accompagnée par des bouleversements émotionnels ainsi qu'un manque d'autonomie, comme on peut le voir dans l'exemple. Tu as de l'espoir, où cette mère fait un geste en haut, puis tu n'en as plus, geste en bas. Il t'enlève quelque chose, puis il te le rend et tu es comme un yo-yo. Alors cette période, métaphoriquement, se traduit dans des scènes métaphoriques de yo-yo, soit de montagnes russes, mais caractérisées par des bouleversements émotionnels et la manque d'autonomie. On est subi à les actions d'une autre personne. Et si cette période dure assez longtemps, c'est aussi fréquent qu'on voit des métaphores de l'enfer, par exemple. Cela nous mène un argument très direct pour une communication claire et directe vers les parents endeuillés, car c'est aussi suggéré dans des autres exemples qu'on peut... non, c'est pour un slide suivant, désolé. Alors, une communication claire et directe, mais naturellement sensible vers les parents endeuillés. Ici, je vais vous parler un peu en plus de cette communication. Du diagnostic, ce qui est conceptualisé comme une force perturbatrice. Alors, ça a été immédiatement, wham, un coup très dur, ou encore un exemple où ce sentiment de choc violent devient encore plus clair. Pour ma femme, d'un seul coup, cette bombe a encore explosé, alors que pour moi, ça a été beaucoup de petites bombes sur une longue période. Ces sentiments de choc violent sont souvent accompagnés par des sentiments de panique et un subséquent sentiment d'être en mode survie. Alors, à ce stade, ça peut devenir très difficile pour les parents de traiter les informations qui leur sont données, ainsi que le fait que le souvenir et les photos prennent toute leur importance à ce stade, car les parents peuvent se sentir mentalement absents. Et alors, cela est une
argument pour une communication directe, car des autres exemples suggèrent que, en se préparant quelque peu à la mort, à la communication du diagnostic, on peut réduire cet impact métaphorique que ressentent les parents. À cause de cette perturbation, c'est aussi possible que les parents décrient la nécessité de s'isoler afin de se protéger, comme on peut le voir dans l'exemple. Nous étions tellement enfermés dans notre cocon et dans notre protection avec notre bébé que nous ne voulions absolument pas lui parler. Alors l'absence de isolation ici est illustrée par 3 métaphores de contenant, tels comme enfermé, cocon, protection. Voilà. Au fin de compte, les parents souvent ont ce sentiment qu'ils sont rentrés dans un monde nouveau où ils ne savent plus comment agir car ils se trouvent dans un monde qui leur est inconnu. Dans ce genre de situation, on se dit, bon, je suis dans une situation normale et je m'en écarte vraiment, éclaire de nouveau cet aspect normatif qui est associé aux grossesses et au décès périnatal. Et le deuxième exemple, il y a tellement de possibilités en matière d'aide, mais tu n'es pas familier avec ce monde, alors tu t'y glisses petit à petit, éclaire aussi la nécessité des parents endeuillés de l'accompagnement à ces différents stades, car ils se trouvent dans un monde complètement nouveau. Cela nous mène à la deuxième partie sur le deuil et la quête du sens. Ici, tous les exemples métaphoriques qu'on a identifiés éclairent que le deuil est un événement qui est fortement incarné, ce que veut dire implique fortement le corps, comme on peut voir dans les 3 exemples, plonger dans sa tristesse, ressentir un vide dans son cœur et être envahi par la tristesse. Alors on peut voir que soit l'émotion, soit le corps est le contenant, et il y a associé avec les 2 derniers exemples un manque de contrôle sous ces émotions. Le premier exemple n'a pas cet manque de contrôle, mais plutôt un degré d'agentivité très fort, ce qui peut aussi suggérer que pour certaines personnes, il y a un but tardif du deuil, que sont des très importantes informations pour les aides-soignants en accompagnant les parents endeuillés pendant cette process dans l'hôpital. Le deuil elle-même est souvent conceptualisé comme un parcours, ce qui est de nouveau un événement normatif. On le voit dans le premier exemple. Nous l'avons survécu et il faut le traverser. Nous avons réussi à le traverser d'une bonne manière. Alors, l'aspect normatif, il faut le traverser et ne pas s'éloigner de la perte, car s'éloigner de la perte a des conséquences assez graves qui sont éclairées dans les 2 derniers exemples. Je me disais que je n'allais rien faire et que je voulais juste dépasser ça. Elle a fait pendant un temps, cette mère, et après elle a dit le deuil lui a frappé comme un coup de massue, le plongeant dans une dépression. Et le 3e exemple l'éclaire aussi. Je pense qu'il faut vraiment laisser entrer le deuil, sinon il finira tôt ou tard par nous rattraper. Tout au long de ces entretiens, ça devient très clair que pour les parents endeuillés, c'est très important de pouvoir continuer leur relation avec le bébé. On le voit dans l'exemple, c'est une pratique qui est légale en Flandre, mais je crois qu'il n'est pas légal en France, de faire intégrer les cendres du bébé dans une peluche de naissance. Dans ce cas particulier, c'était fait sur mesure et à son poids. Et alors, les parents disent que comme ça, ils peuvent encore garder physiquement un peu de leur bébé et comme ça, créer de nouveaux souvenirs avec le bébé, ce qui leur aide beaucoup dans leur processus de deuil. Il s'agit ici d'un coping strategy très important pour les parents, mais qui se heurte très souvent à l'incompréhension de la société, car ils attendent des parents qu'il faut s'en remettre, qu'il faut tourner la page, mais ce qui est clairement pas possible pour les parents, car ils veulent continuer cette relation. On le voit aussi dans l'exemple. Au fil du temps, après quelques mois, j'ai remarqué que certaines réactions étaient du genre « Oui, mais maintenant tu dois passer à autre chose. Il est temps d'arrêter de pleurer et reprendre ta vie là où tu l'avais laissée. » Alors ce qu'on
peut faire pour soutenir ses parents, c'est de respecter le bébé comme personne à part entière, ce qu'il est clairement pour ses parents, et comme ça, on peut donner de la reconnaissance aux parents et au bébé, ainsi qu'un soutien efficace. Tout au final, on voit que les parents peuvent ressentir le besoin de faire une tentative de réintégration dans la vie normale, soit dans le monde du travail, qui inclut aussi de nombreux obstacles, tels comme l'administration, les réactions des autres, le tabou et la silence dans la société. Et alors, si les parents rencontrent assez d'obstacles, cette tentative de réintégration devient assez consciente, comme on voit dans le premier exemple. J'ai simplement essayé de me réinsérer dans la vie. Cet exemple montre un degré d'agentivité très fort. Mais on a aussi des autres exemples tels comme je voulais retourner dans le train où tout le monde est à bord et je commence à me sentir coincée, que je ne sais pas vraiment comment avancer vers un retour au travail. Alors ces exemples montrent la difficulté de gérer un deuil périnatal dans une société où le soutien n'est pas toujours efficace et où le deuil périnatal reste encore un peu dans la sphère taboue. Ce qu'on peut conclure de cette présentation, c'est que la métaphore a permis d'apporter un éclairage nouveau sur la manière dont les parents endeuillés vivent la mort périnatale et le deuil, et que la perte périnatale est une expérience qui est fortement incarnée, mais aussi fortement surveillée par des normes, caractérisée par un sentiment d'être actionné et dépourvu d'autonomie, ce qu'on a illustré à travers de nombreux exemples de métaphores de contenant, de mouvement et d'agentivité. Je vous remercie de votre attention. Je reste à votre disposition. Donc, un grand merci pour cette présentation. Alors, moi, n'étant pas psychologue ni linguiste, je trouve ça passionnant de découvrir ce type de méthodologie de recherche qui viennent éclairer des questions auxquelles finalement que je ne traite pas moi en tant que chercheur, et donc c'est toujours très intéressant. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions par rapport à la présentation qui vient de nous être faite ? Oui. Alors d'abord, merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment très clair et super, super intéressant. Merci. Moi, je voulais savoir par rapport donc, à la modalité des entretiens. Je pense que j'ai 2 questions, dont une, je ne sais pas vraiment si elle va être très bien formulée. Mais la première, c'est... j'ai oublié, donc on va passer à la deuxième. Donc à un moment, tu nous as parlé de l'image des montagnes russes, en disant donc qu'il y avait eu un mouvement vers le haut, puis un mouvement vers le bas. Donc si je comprends bien, c'est la personne interviewée qui a fait ce mouvement ou c'est quelque chose que... je veux dire, est-ce que la personne avec qui tu faisais l'entretien a fait d'elle-même le mouvement vers le haut et vers le bas ? Alors, c'est plutôt les émotions qui sont décrites comme des mouvements en haut et en bas, donc des bonnes émotions sont un mouvement en haut, mais parfois c'est aussi dans la scène métaphorique les personnes eux-mêmes qui font le mouvement. Donc ça dépend un peu des exemples spécifiques. Donc je ne sais pas si ça répond à la question, oui ? Parce que du coup, j'ai l'impression que dans le cas de la métaphore, donc il y a quelque chose de très imagé qui peut s'accompagner de mouvements d'un langage corporel qui peut être très fort. Donc ma question, je suppose, c'était comment est-ce que ce langage corporel, il peut être pris en compte potentiellement dans l'interprétation des entretiens, etc. Comment est-ce qu'on peut les répertorier ? Je ne suis pas sûre d'avoir compris complètement. Tu peux le reformuler dans des autres termes. Je m'excuse, je ne suis pas francophone de base, donc parfois les questions, c'est un peu difficile. Ou peut-être en anglais, ça marcherait très bien. Is the body language something that you've actually accounted for? Ok, comme ça.
On faisait aussi rechercher les gestes dans le cadre de ce projet et body language, comme tu le dis, mais car on a un peu des difficultés à pouvoir utiliser l'enregistrement en accompagnant l'audio, c'est quelque chose qu'on va probablement pas pouvoir faire. Ce sont juste des entretiens où il y a l'exemple de geste en haut, geste en bas que j'ai transcrit moi-même et je l'ai inclus parce que ça me semble très intéressant de l'incorporer. Mais dès le moment où on a commencé à travailler avec l'intelligence artificielle, ce sont des données qui sont un peu perdues. Ok. Ouais. Super intéressant, merci. Et Merci. du coup, j'ai retrouvé ma première question, qui était dès lors qu'on... Est-ce que dans les entretiens, le mot métaphore était posé ? Est-ce que vous disiez, en fait, on s'intéresse, nous, aux métaphores ? Est-ce que ça a pu avoir une influence sur la manière dont les gens le présentaient ? Les participants ne savaient pas qu'on s'intéressait aux métaphores, car on voulait vraiment rechercher les métaphores dans le récit incidentel, je crois que ça se dit comme ça. Alors, ils n'étaient pas au courant. Par contre, il y a quelques participants qui ont parlé des métaphores qui étaient pratiques à eux pour décrire leurs expériences en le nommant vraiment comme métaphore. Donc, s'il y a cette préconnaissance des métaphores, est-ce que c'est possible que ça inclue dans le projet. Ouais. Okay. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Éline, pour ta présentation qui était très intéressante. Ma question va porter sur est-ce que tu as observé des différences dans l'utilisation des métaphores entre les hommes et les femmes ? Ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment rechercher, mais vu que les analyses sont encore en cours, je ne peux rien dire à ce moment, malheureusement. Mais probablement qu'il suit encore un article dédié à ces problématiques-là. Oui. Avant de vous passer la voix, Laurent, même question, mais pour les différents pays. Pour les différents pays. Alors ça aussi, c'est encore un travail qui est en cours. Moi et ma collègue Lola Marinato, nous sommes en cours d'écrire un article sur les différentes manières dans les deux pays de la France et de la Belgique, comment les parents font leur lien continu au bébé. Mais pour les métaphores spécifiquement, c'est encore quelque chose qui est à faire. Oui. Je vous remercie pour votre présentation qui est vraiment très, très éclairante, très intéressante. Je me posais la question de savoir si l'utilisation des métaphores, à votre connaissance, je sais que c'est pas le thème de votre recherche, à votre connaissance, sont différentes pour les parents qui sont endeuillés, mais à d'autres stades du développement de l'enfant. Comment exactement ? Excuses. Qui perdent un enfant, mais à un autre stade, à un autre âge que la phase périnatale. L'utilisation des métaphores, est-ce qu'il y a une différence linguistique ? On n'a pas fait des recherches contrastives à ce moment d'un deuil périnatal et des autres formes de deuil ou de bereavement, mais je peux dire, dans la conclusion de ma collègue Laura Marinato, qui a récemment soutenu sa thèse, elle veut quand même donner ce message qu'une perte périnatale est une perte et un bébé décédé est un bébé. Donc, si on part de cette statement, je veux dire que je suppose que les métaphores vont être assez comparables dans les deux cas. Merci. Dernière question. Je voulais savoir, merci pour cette présentation. Ça rejoint un peu ce qu'on dit un peu the cost of grief. Et je me demandais, ça a déjà été pas mal étudié en oncologie pédiatrique, sur les versants expérience des parents au moment du deuil pour pouvoir améliorer
la prise en charge des parents endeuillés. Et donc je voulais savoir si, à partir de vos recherches, vous alliez explorer pour améliorer et diminuer, entre guillemets, le coût du deuil sur le plan psychique au niveau des parents, pour leur permettre une amélioration de leur insertion dans la société, de réinsertion en fait. Ça fait partie de notre mission dans le sens où la première communication des aides-soignants, des professionnels de santé que reçoivent les parents a un très large impact sur l'état mental et le processus du deuil. Et alors on veut améliorer cette communication, ce soutien pendant leur période dans l'hôpital, en espérant que dans un effet convolu, je veux dire, un effet dans le long temps, que cette amélioration de communication et de soutien initial va aussi leur aider à vivre leur deuil d'une manière... c'est difficile à mettre des termes sur le deuil, mais de manière plus douce, on va dire. Ouais. Merci à vous. Merci.